et le cabinet élargit également son activité en dehors du secteur sanitaire et médico-social. Dans le cadre de la démarche de la nouvelle réglementation RGPD au niveau européen, les clients du cabinet Axence ont demandé à être accompagnés dans le cadre de la mise en conformité RGPD. Et donc le cabinet a décidé de créer un pôle spécifique dédié à cette démarche, avec une volonté d'être très pragmatique dans sa démarche, en créant un pôle séparé en deux parties, un pôle technique et un pôle juridique, pour vraiment amener l'ensemble des compétences nécessaires à la mise en conformité. Donc, ce pôle va permettre d'accompagner les établissements médico-sociaux donc dans le cadre de leur conformité, avec des formations sensibilisation, des formations au DPO, des audits, un accompagnement complet sur la démarche de conformité, la possibilité de proposer un DPO externalisé, mutualisé, avec une orientation très médico-sociale. Également, donc, une assistance au DPO des établissements médico-sociaux, puisque certaines structures ont déjà un DPO en interne qui parfois a besoin de poser des questions juridiques ou des questions techniques spécifiques. Donc, le cabinet met à disposition ses compétences dans ce domaine-là. Et enfin, donc, dans le cadre du pacte juridique, les avocats et juristes du cabinet accompagneront les établissements dans le cadre de toutes les mesures juridiques nécessaires, notamment tout ce qui va concerner la mise à jour des contrats, des clauses RGPD et l'ensemble des documents nécessaires pour une bonne conformité. Alors, au niveau de notre intervention, on va voir ensemble l'objet du RGPD, un petit rappel rapide pour ceux qui n'ont pas encore suivi de formation sur le RGPD. On va voir la définition du traitement et des finalités. L'intérêt, c'est de parler le même langage. Ensuite, on va voir les finalités et grands principes du RGPD. L'objectif, c'est de voir en fait l'impact des grands principes du RGPD sur les finalités ou inversement. Donc, tout ce qui concerne la licéité, la proportionnalité, la conservation dans le temps, le droit des personnes, la sécurité et confidentialité. Et enfin, donc, on verra la nécessité et l'intervention nécessaire du DPO sur l'ensemble de ces domaines. Alors, s'il y a des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions en cours de route. Alors, l'objet du RGPD, le RGPD, donc c'est une réglementation au niveau européen qui a été votée en 2016, qui se doit d'être mise en œuvre dès le mois de mai 2018. Cette réglementation a pour objectif de protéger les personnes physiques et l'ensemble des ressortissants de l'Union européenne, de protéger les libertés des personnes au regard de la protection de leurs données à caractère personnel, et enfin, de permettre la libre circulation des données. Alors, j'insiste toujours sur cette libre circulation des données, puisque parfois ça peut paraître ne pas correspondre à une réglementation protégeant les personnes, mais lorsqu'on va transférer, lorsqu'un usager d'un établissement va partir dans une nouvelle structure pour être mieux accompagné, il va falloir transmettre l'ensemble du dossier de cette personne à la nouvelle structure pour permettre le meilleur accompagnement possible. Dans ce cadre-là, la libre circulation des données va être un plus de sécurité et de protection de la personne, sachant que l'ensemble des règles du RGPD a pour objectif de protéger les personnes physiques et leur liberté dans l'ensemble, puisqu'on le voit bien, les données à caractère personnel sont aujourd'hui un pouvoir économique, un pouvoir politique, un pouvoir social, et que la maîtrise et la gestion de ces données-là permet d'influencer l'ensemble de ces facteurs. Donc, dans ce cadre-là, le RGPD va apporter à chaque personne, à chaque ressortissant de l'Union européenne, où qu'il se trouve, la possibilité de se protéger et de protéger ses libertés au regard des données à caractère personnel qu'il peut diffuser. Alors,
Pour parler le même langage, on va repréciser ce qu'est un traitement de données à caractère personnel. Donc, un traitement de données à caractère personnel, pour rappel, c'est un ensemble, une opération ou un ensemble d'opérations portant sur des données à caractère personnel, quel que soit le procédé utilisé, quel que soit le support. Donc là, à partir du moment où je vais collecter des données, à partir du moment où je vais les transmettre, où je vais les sauvegarder, je vais les supprimer, ça correspond à des traitements de données. Lorsque je fais un recrutement dans un établissement, je vais collecter des informations pour préparer mon recrutement. Je vais demander un CV, une lettre de motivation, je vais demander un ensemble d'éléments dans un but précis, et que je stocke ces données-là au format papier ou au format informatique, il faudra tenir compte du RGPD, et dans tous ces cadres-là, je suis dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel. Donc, ce qui est vraiment important dans le cadre des traitements, c'est de se poser la question, quelles données collectons-nous, et ça nous permettra d'être la base de ce qu'on appelle la cartographie des traitements, qui est une des bases de la mise en conformité RGPD. Deuxième définition, donc qu'est-ce qu'une finalité? La finalité, c'est l'objectif principal de l'utilisation des données à caractère personnel. Alors, chaque donnée à caractère personnel collectée a un objectif précis. Dans le cas que je viens de citer, au moment d'un recrutement, je vais demander le CV, je vais demander une lettre de motivation, je vais éventuellement faire un entretien pendant lequel je vais collecter un certain nombre d'informations. L'ensemble de ces informations doivent correspondre à l'objectif du recrutement. Donc, je dois, pour connaître les finalités de mon traitement, il faut que je m'interroge sur pourquoi je collecte ces données. Alors, on va rentrer bien sûr dans l'analyse de la finalité, et à quoi elle correspond et comment on doit la traiter. Et on va faire ça en mettant en œuvre les différents principes du RGPD. Donc, les grands principes du RGPD, il faut que les traitements de données à caractère personnel soient licites. Il faut que donc les finalités soient déterminées. Donc ça, on va rentrer dans ce détail-là. Ensuite, on verra que le deuxième principe fort du RGPD, c'est la proportionnalité. Donc la proportionnalité dans la collecte des données, dans l'ensemble des traitements de données, mais également donc pour nos finalités. On verra également que les finalités vont amener une analyse plus fine du traitement et permettre de définir les durées de conservation. La finalité oblige également à respecter le droit des personnes, et donc ça, on va revenir dessus bien sûr en détail. Et enfin, compte tenu des finalités des traitements, il faudra tenir compte de mesures de sécurité adaptées. Alors, le premier des grands principes, c'est la licéité du traitement. Donc, pour que le traitement soit licite, il faut répondre à un certain nombre d'obligations réglementaires. Il faut que vos finalités, donc les objectifs de votre Alors, le principe de l'obligation de transparence, c'est que la personne doit être informée de la finalité du traitement, être en capacité d'y consentir. C'est-à-dire que je dois informer toutes les personnes sur les raisons pour lesquelles je collecte les données. Donc, dans le cadre de mon recrutement, j'ai demandé un CV, une lettre de motivation, ça peut paraître évident. Après, je peux demander éventuellement des informations
qui ne sont pas nécessaires dans tous les cas. Par exemple, le nombre d'enfants, les origines, l'âge des enfants, est-ce que je suis marié ou pas, c'est des informations qui ne sont pas forcément nécessaires. Et si je les collecte, il faudra que j'informe la personne sur les raisons de cette collecte. Je peux très bien demander l'origine d'une personne ou la nationalité d'une personne dans un métier qui nécessitera des conditions particulières de sécurité. Dans certains services de l'État, on ne pourra embaucher que des personnes de nationalité française. Dans ce cadre-là, je pourrais, dans le cadre d'enquête éventuellement de sécurité, demander des informations plus précises à une personne. Mais dans ce cadre-là, il faudra bien sûr que je précise clairement la finalité pour laquelle je demande l'information, et ce qui permettra à la personne de consentir librement à me donner l'information ou pas. Donc, il faut être clair sur la finalité du traitement. Donc ça, c'est une des premières obligations par rapport aux finalités. Il faut également qu'en cas de collecte directe ou indirecte, je sois le plus transparent possible. L'information doit se faire au moment du recueil des données. Donc là, je collecte les données. Il faut qu'au moment où j'échange avec la personne ou au moment où je lui fais remplir un formulaire, elle ait l'information de ce qui va être la finalité des données traitées. Et si je fais une collecte indirecte, la collecte indirecte dans nos établissements, ça va être la transmission d'un dossier d'un usager par un autre établissement, par exemple. Ça peut être la transmission de données ou d'informations médicales par un médecin dans un SIAD, par exemple. Donc, dans ce cadre-là, il faudra également que j'informe dès que possible la personne des finalités pour lesquelles j'ai demandé et collecté ces données-là, et j'ai un délai d'1 mois pour informer la personne. Donc là, la transparence, c'est une information qui doit être claire et qui doit être faite au moment où je collecte l'information et le plus tôt possible. Donc après, on utilisera différents moyens pour ces informations-là. Dans les établissements, on va avoir au moment des collectes d'informations, on va avoir des dossiers de préinscription, on va avoir des demandes d'admission, on va avoir ensuite tout ce qui concerne les contrats de séjour, les DIPC, et on pourra également avoir des informations sur les finalités du recueil des données dans les chartes informatiques, les chartes des droits des usagers, etc., etc. Donc ça va être vraiment important. Donc ce principe et cette obligation de transparence par rapport aux finalités. Ensuite, il faudra répondre à une obligation de prévisibilité. Donc, la prévisibilité, c'est que la personne doit connaître l'objet du traitement à tout moment. Il faudra également connaître l'étendue du traitement. Il faut donc qu'on sache à quoi s'attendre. L'étendue du traitement, c'est qu'une finalité est déterminée à un moment donné et il ne faudra pas varier sur l'objet de la finalité. Alors, on va avoir également une obligation de sécurité juridique. On doit déterminer les finalités de manière claire et précise et la personne pourra contrôler l'usage de ces données. Et donc, il faut donner la possibilité aux personnes de contrôler cet usage en leur donnant accès à des droits qui sont dans le cadre de la réglementation. Donc, c'est les droits d'accès, d'opposition, de suppression, de rectification. Et encore une fois, pour que ces droits puissent s'exercer, il faudra informer la personne de ces droits. Donc, on voit que l'information de la personne dont on collecte les données est très importante. On va informer sur les finalités, on va informer sur les durées de conservation, on va informer sur les droits des personnes. Et tout ça, on va le retrouver dans les clauses dont on vient de parler à l'instant, dans les contrats de séjour, dans les DIPC, dans les formulaires d'admission, dans les formulaires de demande d'information. Alors, on peut prendre des exemples, un petit quiz pour voir si
on voit bien si je suis suffisamment clair. Donc, est-ce que analyser les données de navigation est une finalité transparente et prévisible? Alors, je vous laisse répondre par le chat. Comme ça, j'aurai un petit feedback et ça me permettra de voir si vous êtes toujours présent. Voilà, donc j'ai quelques réponses. Effectivement, non, la finalité n'est pas suffisante, pas suffisamment. Alors je vais valider quand même ça. Voilà, tac, tac. Voilà, donc la finalité n'est pas suffisamment transparente et visible. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas clairement exprimée. Analyser les données de navigation, ça peut être la navigation Internet, la navigation avec mon GPS, la navigation sur un bateau. Donc, il n'y a aucune clarté dans ce besoin d'analyse. Donc, effectivement, je suis dans un cas où la finalité n'est ni transparente ni prévisible. Alors, un deuxième exemple pour bien clarifier les choses, donc organiser la répartition des usagers dans les services par niveau de dépendance. Est-ce qu'on est dans une finalité suffisamment transparente et prévisible? Et bien là, on peut dire que oui. Alors après, on est dans la mesure de l'exemple. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif précis et je sais dire pourquoi je collecte les données. Je collecte les données. Pourquoi? Pour une répartition des personnes dans les services. Donc, on va supposer effectivement que c'est dans le cadre d'un meilleur accompagnement. Dans un établissement pour personnes âgées, par exemple, on va éventuellement avoir des répartitions par GIR ou suivant certaines pathologies, par exemple, un service Alzheimer ou autre. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, on a des finalités qui sont suffisamment déterminées, prévisibles et transparentes. Et là, c'est important pour vous, lorsque vous collectez des données, de vous interroger lors des réunions de travail, quand vous travaillez sur un formulaire de demande d'information, de vous reposer la question sur le fait que les données que vous demandez et les informations demandées dans les formulaires correspondent bien à une finalité. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette information-là pour accompagner la personne correctement? Alors là, on peut avoir des débats assez poussés et assez forts. Hein. On sait que tout le monde n'aura pas forcément la même opinion, mais c'est important d'être en capacité de justifier les finalités du traitement et de justifier donc pourquoi je collecte les données au regard des finalités. Alors, l'obligation de sécurité juridique, c'est également le fait d'avoir des finalités qui sont donc clairement définies, ça on l'a vu, mais également de ne pas mettre en œuvre des finalités nouvelles qui ne seraient pas compatibles avec la finalité initiale, et également de ne pas mettre de nouvelles finalités en œuvre sans le consentement des personnes. Donc là, il y a un besoin et une nécessité de rester dans la clarté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je collecte une donnée pour une finalité donnée, je n'ai pas de raison de changer. Et si je dois changer parce que j'ai une nouvelle finalité qui est nécessaire, dans ce cadre-là, je vais informer les personnes, leur demander leur consentement si la finalité n'est pas compatible avec la finalité initiale. Alors, un exemple très concret pour illustrer un petit peu cette sécurité-là, c'est que, par exemple, dans un ESAT, on va collecter un certain nombre de mails des familles qui vont nous donner leurs coordonnées pour qu'on leur transmette des informations sur la vie, l'organisation de la vie dans l'établissement, éventuellement d'avoir des retours d'informations sur les activités de leurs parents. Et cet email-là doit servir
uniquement pour cette finalité-là. Si l'ESAT a, dans le cadre de ses activités commerciales, une nouvelle activité d'espace vert auprès des particuliers, normalement, pour utiliser les mails des familles pour leur proposer ce nouveau service, l'ESAT devrait demander le consentement. Donc, alors on se doute bien que les familles ne seraient pas choquées de recevoir les informations concernant les nouveaux produits et services de l'ESAT, mais néanmoins, c'est une nouvelle finalité, puisque là, on est dans une finalité purement commerciale, avec pour objectif de vendre une prestation. Donc là, c'est important donc, de bien faire attention, donc, lorsque vous avez de nouvelles finalités, de vérifier donc, leur compatibilité avec les anciennes, les finalités initiales, et dans le cas contraire, donc, de penser à demander le consentement. Donc, il ne faut pas changer la règle du jeu en cours de route. Vraiment, là, c'est important d'y faire attention. Alors, un cas où on peut avoir différentes finalités également que j'ai rencontré dans un établissement de l'enfance. Donc, c'est un établissement qui accompagne des jeunes enfants avec des problématiques moteurs. Et ces enfants-là donc, vont être appareillés pour faciliter leur déplacement et leur mobilité. Dans le cadre de ces équipements, les médecins vont prendre des photos pour voir l'évolution et parfois des séquences de films pour voir l'évolution donc de l'enfant en fonction de l'équipement et donc de permettre de faire évoluer l'enfant. Donc dans ce cadre-là, on est clairement dans la prise de photos et de vidéos dans le cadre de l'accompagnement de l'enfant. On est dans les finalités du contrat de séjour. Par contre, cet établissement-là va utiliser certaines images et certaines séquences vidéo pour constituer une bibliothèque d'archives, pour faciliter éventuellement l'appareillage d'enfants et de proposer des idées à d'autres professionnels de l'établissement. Dans ce cadre-là, on a une autre finalité, donc c'est la même image, la même séquence vidéo, mais qui ne présente pas la même finalité. Dans ce cadre-là, il faudra demander le consentement aux familles. Alors, dans la mesure où la personne est identifiable sur l'image, si vraiment l'image ne permet pas du tout d'identifier la personne, on ne rentre pas dans le cadre du RGPD. Alors, le consentement, justement, est vraiment important par rapport aux finalités. Le consentement est nécessaire pour que la finalité soit légitime. Le consentement, il doit être donné donc directement par la personne concernée. Et pour que la finalité soit légitime, il faut également donc soit que le consentement soit donné directement par la personne concernée, soit que la finalité réponde à une des dérogations d'exigence du consentement. Donc, ces deux cas sont nécessaires donc à la légitimité de la finalité. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque. Donc, on ne peut pas demander le consentement par une case précochée, on ne peut pas demander le consentement de manière orale. Le consentement, il doit être écrit pour pouvoir être prouvé. Alors, les dérogations au consentement, c'est donc votre finalité est licite si vous avez le consentement de la personne, donc ça, c'est parfait, mais on ne va pas, dans le cadre des établissements médico-sociaux, demander le consentement en permanence pour chaque information collectée. Donc, ce qui va nous permettre de collecter des informations pour différentes finalités, c'est la nécessité de l'exécution du contrat. Donc, à partir du moment où je collecte des informations dans le cadre d'un contrat, je peux collecter les informations, il n'y a aucun problème.
Donc, dans le cadre d'un contrat de séjour, je détermine l'accompagnement, la nature de l'accompagnement, je vais déterminer les données collectées, quels sont mes partenaires, à qui vont être éventuellement transmises les informations. Donc, le contrat va définir le cadre du traitement de la finalité. Donc, à partir du moment où la personne a signé un contrat de séjour, un DIPC, je suis dans le cadre du contrat, je peux collecter toutes les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Avant le contrat, les personnes vont faire des demandes d'admission, on n'aura pas forcément signé de documents. Donc, dans ce cadre-là, toutes les mesures précontractuelles, donc toutes les finalités liées aux mesures précontractuelles me permettent de collecter les données sans problème. Mais ces données-là auront des durées de conservation, une diffusion beaucoup plus restreinte au niveau de mon établissement. Hein. À partir du moment où on parle d'admission, c'est des informations qui vont concerner uniquement les personnes en charge de l'admission et éventuellement donc le comité ou le comité de direction ou le groupe en charge de l'admission. Hein. Souvent, on va avoir une équipe de direction, médecins, chefs de service, qui vont traiter les admissions. Dans ce cadre-là, on va restreindre l'information à ce groupe-là. On va également pouvoir collecter toutes les données qui sont liées à des obligations légales. Par exemple, dans nos services de paye, on a collecté sans demander le consentement les taux d'imposition des différents salariés. Il y a une nouvelle obligation réglementaire. Les services des ressources humaines doivent faire le nécessaire pour modifier dans son logiciel les éléments de paye pour faire la collecte de l'impôt à la source. On ne demande pas le consentement, c'est une obligation réglementaire, on va la traiter. Alors, on a le même cas dans le cadre de la Covid. Certains établissements ont dû déclarer des nombres de personnes contaminées, etc., aux différentes caisses. Dans ce cadre-là aussi, il n'y a pas de consentement puisque c'est une obligation réglementaire. Donc, tout ce qui est également nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux, un médecin ou des pompiers ou un SAMU qui intervient en urgence sur une personne qui s'est évanouie, on ne va pas lui demander son consentement, on va collecter toute une série d'informations, faire des tests, des analyses pour préserver la personne. Là aussi, pas de problème, on ne va pas demander de consentement. Enfin, il y a tout ce qui est nécessaire à l'exécution de missions d'intérêt public. En caricature, on pourrait prendre les fichiers S. On ne va pas nous demander notre avis pour nous mettre dans un fichier S. Dans ce cadre-là, dans le cadre des missions de sécurité nationale, l'État peut constituer un certain nombre de fichiers. Alors, il y a quand même un regard de la CNIL qui peut émettre des avis sur ces fichiers-là. Mais par contre, on ne demandera pas le consentement aux individus. Enfin, il y a tout ce qui va concerner en fait l'intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement. Là, c'est une notion qui est un peu plus vague, puisque donc le responsable de traitement, c'est la personne qui est responsable de la définition des finalités et de leur traitement, qui peut déterminer par exemple, dans le cadre de l'accompagnement, quelles sont, quand on va échanger et discuter sur les informations nécessaires pour bien accompagner une personne, certaines personnes vont avoir une vision des choses, d'autres une vision plus large, certaines une vision plus resserrée. À un moment donné, il faudra trancher. Donc, le responsable de traitement peut trancher et évaluer donc la nécessité. Par exemple, dans le cadre de l'accompagnement, vous définissez, vous avez des orientations, donc un projet vous avez les statuts de l'association, les projets d'établissement, vous avez ensuite les contrats de séjour ou les DIPC, vous avez après les contrats d'accompagnement. Tous ces éléments-là vont déterminer les finalités. Et après, une marge de manœuvre dans toutes ces définitions est donnée aux responsables de traitement. Bien sûr, il faudra, en cas de contrôle de la CNIL, être capable de justifier les raisons pour lesquelles on a collecté des données sur telle ou telle finalité.
Voilà, donc ça, c'est les éléments qui sont dérogatoires à la demande et à l'obligation de consentement. Alors, petit quiz pour se réveiller un peu. Est-ce que je dois demander le consentement du salarié pour traiter ces données à caractère personnel? Alors, j'attends quelques petites réponses sur le chat. Voilà, donc j'ai quelques réponses. J'ai certaines personnes donc, qui me répondent que oui, effectivement, il y a des cas où on peut demander le consentement, mais dans le cas général, on n'aura pas besoin de demander le consentement. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cadre d'un contrat. Donc, dans le cadre du contrat, je vais pouvoir demander le numéro de téléphone, l'adresse. Si j'ai une majoration familiale ou une mutuelle qui le nécessite, je vais pouvoir demander le nombre d'enfants ou la situation de famille. Si j'ai besoin, dans certaines structures, d'un casier judiciaire, je vais pouvoir demander le casier judiciaire. Je vais pouvoir demander le permis de conduire si les personnes doivent utiliser les véhicules de l'établissement, ou s'il y a une prise en charge de frais de déplacement, je pourrais demander la carte grise pour justifier en cas de contrôle, des frais de déplacement. Donc, vous voyez, dans ce cadre-là, je suis dans le cadre du contrat de travail, donc j'ai une dérogation au consentement. Toutes ces finalités, les finalités que je viens de citer, sont justifiées, doivent être par contre expliquées, exprimées, et la personne doit en avoir connaissance. Par exemple, si on collecte des informations de géolocalisation, c'est une donnée à caractère personnel. Dans certains cas, c'est une finalité qui peut se justifier dans les établissements médico-sociaux, mais il va falloir informer les personnes de manière claire et précise. Donc, là, dans ce cadre-là, on est dans le cadre du contrat, on n'a pas besoin. Par contre, je disais tout à l'heure que oui aussi, c'était juste. Parce que, par exemple, dans un établissement où je n'ai pas nécessairement besoin de photos ou si je ne suis pas journaliste ou personne de télé, je ne suis pas obligé de mettre mes vidéos ou mes photos à la télévision. Et ben, dans ce cadre-là, si j'ai pas d'obligation pour mettre les photos des personnes sur le site internet, sur une revue interne, etc., on doit demander le consentement des personnes. Donc là, effectivement, c'est des données qui ne sont pas nécessaires à l'exécution du contrat, donc elles viennent en plus, donc il faudra que je demande le consentement. On peut avoir un cas également très concret avec le CSE, si on a un
j'espère que vous me retrouvez. Est-ce que vous me retrouvez bien? Oui. Excusez-nous hein, pour cette... voilà. Donc, j'en étais sur donc, maintenant, donc on va parler, donc on va voir donc le principe de proportionnalité, donc qui est également très important. Au niveau de la proportionnalité, le principe de proportionnalité veut que les finalités du traitement soient adéquates, pertinentes et non excessives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Adéquate, pertinente et non excessive, c'est que toutes les informations que je demande à la personne doivent me permettre de traiter ma finalité. Donc, je le disais tout à l'heure, dans le cadre d'un CSE, je vais avoir la possibilité d'avoir des chèques vacances ou un arbre de Noël. Dans ce cadre-là, le CE peut demander le nombre d'enfants, éventuellement l'âge des enfants. Il peut demander éventuellement un avis d'imposition si les chèques vacances sont conditionnés par un niveau de ressources. Par contre, il est hors de question de demander à l'ensemble des salariés leur avis d'imposition ou leur nombre d'enfants ou s'ils sont mariés ou autre. La demande d'information va se faire au moment où j'ai besoin de l'information. Donc, la demande de l'avis d'imposition sera pertinente au moment où la personne demande à bénéficier d'un chèque vacances d'un certain montant. Donc, éventuellement, la personne est en droit de refuser, mais dans ce cadre-là, elle bénéficiera pas, du meilleur tarif de chèque vacances. Donc, vous voyez l'importance de collecter vraiment les informations nécessaires. Je prends souvent un exemple également, c'est pour nous rajeunir un peu, lorsqu'on était au collège, on arrivait après le CM2 où on avait un seul instituteur, on arrive au collège, on a plein de professeurs, on est enfin grand, et à chaque fois qu'on démarre un cours en début d'année, on se retrouve avec des profs qui nous demandent de prendre une feuille, de la déchirer en deux, de mettre notre nom, notre prénom, l'école où on était, le nom de notre professeur précédent, éventuellement si le prénom de nos parents, s'ils sont mariés, le prénom de nos frères et sœurs, s'ils sont étudiants, s'ils travaillent, etc. etc. On peut se poser la question du caractère non excessif de ces informations-là. Est-ce que le professeur en collège a besoin de l'ensemble de ces informations-là pour évaluer mon niveau scolaire? Bien sûr, on peut imaginer que si je suis un élève particulièrement turbulent et que effectivement présente des difficultés scolaires, dans ce cadre-là, effectivement, ce professeur peut convoquer mes parents et leur poser un certain nombre de questions pour comprendre la situation. Mais là, on va être dans une finalité précise et dans ce cadre-là, on aura un caractère non excessif de la demande. Et après, charge ou pas aux personnes de répondre à ces questions-là s'ils jugent nécessaire. Alors, c'est vraiment important donc de toujours donc, collecter les données donc, de manière adéquate, pertinente et non excessive par rapport aux finalités du traitement. Alors bien sûr, et on le souligne de manière importante, il n'y a pas de collecte d'informations au cas où. Et ça, c'est une question à se poser à chaque fois qu'on étudie un formulaire de demande d'information, à chaque fois qu'on va renseigner des informations dans un logiciel, quand on va faire un compte-rendu d'évaluation, quand on va faire une note pour nos collègues. Dans ce cadre-là, il est vraiment important d'évaluer les informations qui sont nécessaires à l'accompagnement et celles qui ne le sont pas. Donc, je n'ai pas besoin de mettre les informations. Si c'est au cas où, ça veut dire que ça ne se justifie pas. Et peut-être qu'au moment où ce serait nécessaire, on reposera la question. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ces éléments à l'esprit. Alors, est-ce qu'on est pertinent? Est-ce que je suis pertinent ou pas en vous demandant de me communiquer vos mensurations? Ça me permettra en même temps de valider si vous êtes toujours là.
Alors, et voilà, donc là, j'ai effectivement, dans le cadre de la formation, il est hors de question que vous répondiez à cette question-là, et vous aurez bien raison, et je risque d'ailleurs gros. Donc là, c'est ni pertinent, ni, ni proportionné. Mais par contre, effectivement, le fait de demander les mensurations dans le cadre de l'achat d'un vêtement, au niveau professionnel, par exemple, on pourrait très bien demander la pointure des chaussures, la taille d'un vêtement, s'il y a nécessité de mettre des chapeaux ou autre, voilà, une toque dans les cuisines dans un ESAT, par exemple, dans ce cadre-là, effectivement, on peut tout à fait demander les mensurations. Donc, voyez l'importance de la finalité, l'importance de la finalité dans la collecte des informations. Alors, la proportionnalité, c'est aussi la proportionnalité dans la conservation des données. C'est-à-dire que les données à caractère personnel ne doivent pas être conservées de manière indéfinie. La durée de conservation, elle est fonction de la finalité. On parlait tout à l'heure de recrutement. Je demande des CV, des lettres de motivation. Les CV, lettres de motivation concernent le recrutement pour lequel la personne a répondu. Donc, dans ce cadre-là, je vais conserver ces informations-là jusqu'à ce que le poste soit pourvu. Normalement, ensuite, je dois supprimer l'ensemble de ces informations-là. Alors, on a une difficulté souvent dans les établissements, c'est que sur certains postes, par exemple pour des infirmières, pour certains profils d'éducateurs, on a des difficultés de recrutement. Donc, on va se dire, voilà, je vais conserver le CV, éventuellement si j'ai un poste qui se libère. Et là, on est sur une durée de conservation au cas où. On ne doit pas conserver les données. Si on veut pouvoir conserver les données au-delà du recrutement, il faut demander le consentement à la personne. Et il faut savoir également que souvent, on va communiquer des informations à d'autres établissements parce que on sait que tel ou tel collègue recherche tel ou tel profil. On ne doit pas communiquer non plus les informations. C'est-à-dire qu'une personne qui postule dans votre établissement postule pour une offre d'emploi. Elle ne postule pas pour l'emploi de l'établissement d'à côté. Et peut-être qu'elle n'a pas envie de postuler dans l'établissement d'à côté parce qu'elle connaît quelqu'un, pour X raisons. Donc, dans ce cadre-là, si vous souhaitez communiquer les coordonnées de la personne, le mieux, c'est de contacter la personne et lui dire, voilà, j'ai un poste, quelqu'un qui est susceptible d'être intéressé par votre candidature, vous pouvez postuler. Et la personne, si elle est intéressée, je ne m'inquiète pas, elle ira postuler directement dans l'établissement de votre collègue. Donc ça, également, c'est important parce que c'est des habitudes qu'on a dans le secteur parce que c'est vrai qu'on a des difficultés sur certains postes. On est aussi souvent dans l'urgence et dans la difficulté de recrutement sur certains postes. Et un peu par facilité, on va transmettre les informations de cette manière-là. Et donc, tout ça nous ramène à notre durée de conservation qui ne doit en aucun cas dépasser la durée de mon recrutement. Et donc, moi, j'aime à dire que les durées sont périssables, elles ont une date limite de consommation. C'est tant que ma finalité se justifie, je peux conserver les données. Lorsque ma finalité n'a plus d'objet, je dois supprimer les données, ou dans certains cas, on a des cas particuliers où il peut y avoir des archives ou des choses particulières. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Alors, pour déterminer la durée de conservation, les éléments principaux, c'est effectivement la finalité. On a également donc les durées réglementaires qui nous imposent des durées de conservation. Et enfin, donc, les durées nécessaires aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement. Et là, parfois, on peut avoir certaines informations qu'on va conserver au-delà. Par exemple, j'ai collecté des informations sur les enfants que j'accompagne, j'ai des informations concernant la formation professionnelle, l'accompagnement social, parfois des informations de justice. Ces informations-là, pendant toute la durée de l'accompagnement, se justifient. Lorsque le jeune va quitter l'établissement,
on a certains établissements qui vont conserver sur des durées assez longues certaines informations comme des photos, des dessins, des éléments qui pourraient à long terme être structurants pour le jeune. C'est-à-dire qu'un jeune qui a quitté l'établissement peut revenir 10, 15 ans, 20 ans plus tard pour revenir un peu sur son passé et retrouver un peu des traces de ce qu'il était. Et là, effectivement, on pourrait justifier, et donc il y a une finalité précise. Mais ça ne veut pas dire qu'on va conserver l'intégralité du dossier, on va conserver juste les parties qui nous paraissent nécessaires pour cette finalité-là. Alors bien sûr, c'est les professionnels qui vont évaluer donc les finalités et également donc la durée de conservation. Le minimum, c'est la durée réglementaire et c'est aussi l'idéal, hein, puisque par exemple, conserver un bulletin de salaire, il y a une durée réglementaire précise. Par contre, si je dois aller au-delà, il faudra que je sois capable de le justifier et c'est les professionnels qui le justifieront de manière claire et précise. Alors, pour les durées de conservation, hein, il y a un certain nombre de préconisations. Tout ce qui est durée réglementaire, on a les sites de l'État, hein, les sites gouvernementaux, où là, on va avoir des durées clairement exprimées, particulièrement sur ce qui concerne les données du personnel, les données comptables. Et après, on va avoir donc des préconisations ou des données qui vont nous être transmises par l'ARS, par le conseil départemental, par la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, donc ça, c'est des organismes auprès desquels il est important de se rapprocher pour évaluer et vous aider à évaluer les durées de conservation. Et bien sûr, donc en interne, vous finaliserez la validation de ces durées de conservation en étant capable de justifier les finalités pour lesquelles vous les conservez aussi longtemps. Par contre, seuls des cas particuliers permettent de conserver des données ad vitam aeternam. En général, c'est des motifs de statistiques, de recherche historique, etc. Et c'est des organismes particuliers qui pourront conserver les données sur des durées aussi longues. Alors, le respect des droits des personnes. Au niveau du respect des droits des personnes, on va avoir une obligation d'information, on en a déjà parlé, mais au moment de la collecte des données à caractère personnel, on a dit qu'il fallait informer sur la finalité du traitement, sur la base juridique du traitement, sur les intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement, et tout ça nécessite donc une mise à jour des clauses RGPD dans nos documents. Alors, le droit des personnes, c'est également... Alors, ce qui est important, c'est que sur ces informations-là, donc il va falloir informer du droit d'accès, du droit de suppression, du droit de modification, du droit de suppression. Donc ça, c'est des droits pour chaque personne dont on collecte les données. Et cette information-là doit être inscrite dans vos clauses RGPD sur tous les documents vous permettant de collecter des données. Alors, il faut savoir que ces droits-là concernent les informations spécifiques de la personne. Donc, au niveau de ces droits, il faudra donc permettre aux personnes de les activer. Donc, pour que je puisse exercer mes droits, il faut également mettre les coordonnées du DPO dans vos clauses. Donc, il faut que la personne puisse contacter votre DPO, faire une demande d'exercice des droits, par exemple une demande de transfert du dossier dans un autre établissement, par exemple une demande de suppression de certaines informations. Alors, bien sûr, vous exécuterez en tenant compte
des durées de conservation obligatoires, réglementaires. Dans certains cas, quand on a des collectes indirectes, eh bien, il va falloir interroger parfois un juge qui nous a transmis les informations, savoir si on peut les transmettre, parfois un médecin, un psychiatre par exemple. Dans ce cadre-là, on va transmettre les informations qu'après avoir consulté la source de ces informations. Et également, on veillera bien à ne pas transmettre l'intégralité d'un dossier, mais à ne transmettre que les données concernant la personne elle-même, puisque dans un dossier, vous pouvez avoir des informations qui concernent à la fois la personne, mais également un contexte. Alors, l'ensemble des données collectées donc, répondent obligatoirement à des finalités clairement exprimées, comme on l'a dit, et ces finalités vont nous permettre de définir des niveaux de sécurité appropriés en fonction du type de données collectées, de la durée de la finalité, en fonction de la sensibilité des données collectées, on va devoir définir des niveaux de sécurité. Il va falloir également veiller en permanence à ce que le traitement soit licite. Donc, si on sort de la finalité initiale, notre traitement peut présenter des failles. Par exemple, un cas concret qui peut être un peu sujet à discussion dans certains cas, mais voilà, pour l'exemple, ça permet de faire ressortir la question, c'est par exemple dans les établissements où on a une restauration, est-ce qu'on doit demander la religion des personnes? Est-ce que j'ai besoin de savoir que telle ou telle personne est juive, catholique ou musulmane? On pourrait dire que pour déterminer les menus, j'en ai besoin. Eh bien, certainement pas. Là, on sort de la finalité du traitement. La finalité du traitement, c'est de proposer un menu adapté. Pour proposer un menu adapté, je vais simplement devoir demander si la personne mange du porc ou pas. C'est exactement pareil sur un régime alimentaire. On ne dit pas est-ce que la personne a du diabète, est-ce que la personne n'a plus de dents, est-ce que la personne a des problèmes intestinaux. On va dire la personne mange du haché, du moulu, du sans sucre, du sans sel. Et donc, de la même manière, on dira mange du sans porc. Et ça ne veut pas dire que la personne a du diabète, ça ne veut pas dire que la personne a de l'hypertension, ça dit simplement que la finalité, c'est que la personne mangera du sans sel, du sans sucre, du sans porc. Donc vous voyez que c'est important, donc ça fait partie de la sécurité des données. C'est-à-dire que si je commence à nommer des maladies, à nommer des religions, je vais présenter un risque de stigmatisation. Donc le risque sur les données et sur la finalité, c'est pas seulement de mettre un mot de passe sur un ordinateur, c'est aussi la manière dont on va traiter les données et la manière dont on va les enregistrer, les renseigner, les communiquer. Donc, il faudra faire également attention à la perte de données parce que ma finalité nécessite un certain nombre d'informations. Si je collecte des informations en vue d'une opération chirurgicale, si le médecin perd mon dossier avant de m'opérer, ça risque de présenter un certain nombre de problèmes. Là aussi, j'ai un problème de sécurité, au-delà même du mot de passe sur mon dossier du logiciel du médecin. Également, donc, la destruction, les dégâts d'origine accidentelle. Donc, dans tous ces cas-là, on rejoint en fait les cas de sécurité des données à caractère personnel. Mais voyez bien que pour aboutir à la finalité de mon traitement, il faut que je sécurise de manière importante mes données et prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour sécuriser les données. Et il y a un point important, donc c'est qui peut accéder aux données. Donc souvent, on pense à qui peut accéder aux données en pensant encore une fois au mot de passe, au logiciel cloisonné, etc. Il faut savoir que la sécurité des données, c'est également et l'accès aux données, c'est également la manière dont on va parler des données et des personnes dans les établissements. Si je parle d'une personne sans la nommer, en parlant dans un établissement de l'enfance, je vais parler de l'éducateur, de son sport, de son école, etc. Rapidement, les enfants qui sont autour de moi vont comprendre de qui je parle et vont pouvoir identifier la personne. Donc, on est dans le cadre de données à caractère personnel indirect et
la personne dont je parle étant identifiée, on peut avoir un risque en fonction des sujets de conversation. Et il peut y avoir après des risques de chantage, etc. Donc là aussi, vous voyez, on est dans un risque sur les données. Donc il faut vraiment penser risque par rapport donc aux finalités et d'une manière plus large que la partie purement technique. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur les finalités. Alors, sur les finalités, il y a un personnage clé qui va vous aider et vous accompagner dans la définition de ces finalités, dans la définition des durées de conservation, dans la licéité des finalités. C'est le DPO, donc le délégué à la protection des données, qui est là, donc effectivement, pour vous accompagner, vous informer, vous conseiller. Dans le cadre de la démarche du cabinet Axence, on propose donc une assistance au DPO, on propose également du DPO externalisé, où on va informer, conseiller, contrôler le respect du règlement et des différents règlements, puisqu'il y a le RGPD, il y a également la loi informatique et liberté, il y a également tout ce qui concerne la loi du 2 janvier 2002. Tous ces éléments-là rejoignent la conformité au RGPD. Donc, coopérer avec l'autorité de contrôle. Il faudra également donc informer sur le contenu des nouvelles obligations, sensibiliser les décideurs sur les nouvelles règles, réaliser l'inventaire régulier des finalités et des traitements, concevoir des actions de sensibilisation parce que pour tout ce qu'on vient de voir, il faudra informer vos équipes, informer toutes les personnes qui vont traiter les données et enfin, donc, avoir à l'esprit que le RGPD n'est pas simplement une réglementation à appliquer, mais c'est avant tout un moyen de sécuriser les données à caractère personnel, donc de sécuriser les personnes. Donc ça permet de sécuriser vous en tant que personne, ça permet également de sécuriser les salariés, parce que si on traite correctement leurs données, ils risquent pas de chantage ou autre, ça permet également de sécuriser nos usagers. Donc le RGPD est vraiment important au-delà même de l'aspect réglementaire. Excellente fin de journée à tous et quand vous allez quitter, vous serez redirigé sur une page d'appréciation. N'hésitez pas à commenter et à apprécier cette présentation. À très bientôt. Merci. Au revoir.